Bonsoir à tous. Merci d'être ici. Vous êtes sur le point d'entendre une histoire que vous n'oublierez jamais. On pense toujours connaître la personne qu'on épouse, jusqu'à ce qu'elle vous poignarde dans le dos avec le sourire aux lèvres. J'ai tout donné pour elle, mon cœur, mon nom, ma vie. Et pourtant, ce qu'elle m'a fait ce soir-là aurait pu me détruire. Mais j'ai choisi autre chose. Abonnez-vous, laissez un like et partagez vos impressions en commentaire après l'écoute. Vos retours comptent énormément pour soutenir la chaîne et son développement. Je m'appelle Marc Delacroix. Et pendant longtemps, je n'ai été pour le monde qu'un visage discret parmi tant d'autres. Le garçon silencieux, qui préférait ses livres aux fêtes, ses projets aux gens. Dans notre petite ville de Brive-la-Gaillarde, tout le monde connaissait tout le monde, mais personne ne me connaissait vraiment, moi. Au lycée, pendant que mes camarades rêvaient de gloire sur les terrains de sport, je rêvais d'algorithmes et d'indépendance. Je construisais mon avenir en secret, pendant que consommait l'instant. Et puis, il y avait elle, Isabelle. Isabelle, c'était la reine de notre lycée. Belle à couper le souffle, confiante, adulée. Elle illuminait les couloirs d'une présence presque irréelle. Je n'étais qu'une ombre dans son univers, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, elle deviendrait ma femme. Elle sortait avec Baldwin Morel, le capitaine de l'équipe de foot, le genre de type qui riait fort et buvait encore plus fort. Moi, j'étais invisible, et eux, ils étaient les stars. Je me souviens des rumeurs, fêtes sauvages, nuits agitées, excès en tout genre. Mais ça ne me concernait pas. Pas à l'époque. Après le bac, j'ai quitté Brive pour intégrer l'université de Toulouse. J'y ai poursuivi un MBA et trouvé un mentor en la personne de mon professeur de finance, un homme brillant qui croyait en mon potentiel avant même que je ne le voie moi-même. De retour à Brive quelques années plus tard, j'ai commencé à travailler dans un cabinet tout en développant un logiciel dans mon coin. Quand mon ancien professeur a entendu parler de mon projet, il m'a encouragé à me lancer, m'aider à monter ma boîte, et ma vie a commencé à changer. J'ai fondé une société, j'ai laissé tomber mes vieilles lunettes pour des lentilles, j'ai gagné en assurance. Je n'étais plus ce garçon timide et introverti. J'étais devenu un homme. Un homme que personne n'attendait, surtout pas Isabelle. C'est à cette époque que je l'ai revue. Elle travaillait comme secrétaire dans une entreprise où je devais rencontrer un client. Je l'ai reconnue immédiatement. Elle, en revanche, a mis quelques secondes à me resituer. Son regard s'est illuminé quand elle a compris. On a échangé quelques mots, légers, cordiaux. J'ai trouvé ça étrange, presque irréel. Et juste avant de partir, elle m'a proposé qu'on prenne un café un de ces jours. Je n'y ai pas cru une seconde. Pour moi, c'était une politesse, une de ces phrases qu'on lance sans y penser. Mais 2 semaines plus tard, alors que je retournais voir ce même client, elle m'a interpellé. « Je suis déçu, tu ne m'as jamais rappelé. » Et c'est là que tout a basculé. On s'est revus. Une fois, puis 2. Puis chaque semaine. Puis chaque jour. Le courant passait, contre toute logique. Elle me disait souvent, « Tu sais, j'ai toujours regretté de ne pas t'avoir connu plus tôt. » Et moi, je me sentais vivre, enfin. Je lui ai avoué que j'étais vierge, que j'avais été élevé avec des valeurs strictes. Elle m'a respecté. Pas de pression, juste de la tendresse. 7 mois plus tard, nous étions mariés. Moi, le nerf du lycée. Elle, l'ancienne reine du bal. Inimaginable. Notre nuit de noces à Nice a été une révélation. Isabelle était passionnée, intense, presque animale. J'étais maladroit, mais elle me guidait avec une assurance troublante. Chaque moment avec elle était un feu d'artifice. Je croyais avoir trouvé l'amour. L'extase. La promesse d'une vie. Ce que j'ignorais, à ce moment-là, c'est que je venais d'ouvrir la porte à l'un des plus grands drames de mon existence. Notre mariage avait été célébré un après-midi doux et ensoleillé, dans une salle de réception proche de la mer. Isabelle portait une robe beige subtilement transparente, qui faisait tourner toutes les têtes. J'étais fier, ému, presque incrédule. Tout en elle semblait irréel. Cette femme que j'avais adorée de loin au lycée, cette déesse inaccessible, était désormais mienne. Et cette nuit-là, dans une suite à Nice,
Elle me l'a prouvé d'une manière que je n'étais pas prêt d'oublier. Elle était entreprenante, passionnée, affamée de contact. Moi, j'étais malhabile, hésitant, mais elle avait cette manière de faire disparaître toutes mes peurs. Le lendemain, on s'envolait pour la Guadeloupe, notre lune de miel, et pendant 2 semaines, nous avons fait l'amour avec une intensité qui me laissait chaque fois à bout de souffle. C'était comme si elle essayait de m'enseigner quelque chose, de m'ouvrir à un monde dont j'ignorais tout. Je ne me posais pas trop de questions, j'étais amoureux, et j'avais confiance. Pendant la première année, tout semblait parfait. On riait, on partageait, on faisait des projets. Isabelle parlait de son passé sans filtre, notamment de sa relation avec Baldwin, son ex. Elle m'avait dit qu'il était resté à Brive quelque temps, travaillant dans le bâtiment, qu'il s'était fait arrêter pour vol, puis qu'il avait quitté la région. Elle assurait avoir perdu tout contact avec lui. Et franchement, à l'époque, je la croyais. Tout a commencé à se fissurer un mois avant notre réunion d'anciens élèves. Cela faisait 10 ans que nous avions quitté le lycée. Moi, je n'étais pas emballé par l'idée de revoir ces visages du passé, mais Isabelle, elle, était euphorique. Elle voulait se reconnecter avec ses amis, se replonger dans l'ambiance d'avant. Elle a commencé à lister les noms, à imaginer les retrouvailles, les danses, les rires. Quand je lui ai demandé si Baldwin serait là, elle a marqué un temps d'arrêt. Puis elle a haussé les épaules en disant « Je ne sais pas, mais franchement, même s'il vient, t'as rien à craindre. » C'est à rater. Le soir de la réunion, elle était sublime. Une robe ajustée, un maquillage léger mais irrésistible. Elle m'a regardé, a souri, et m'a demandé si j'approuvais sa tenue. J'ai répondu par un baiser passionné. En riant, elle m'a lancé « Calme-toi, Buster. » J'ai figé un instant. Était-ce une simple erreur de prénom? Une habitude glissée malgré elle? Je n'ai rien dit, mais quelque chose a commencé à gronder en moi. À l'hôtel, tout le monde recevait un badge avec son ancien prénom, les femmes mariées avec leur nouveau nom. Isabelle a été immédiatement happée par son ancien cercle, saluée, complimentée, adulée. Moi, j'errais de table en table, retrouvant quelques visages familiers, mais je n'étais pas à l'aise. J'ai consulté le livret des présences. Aucune trace de Baldwin. J'ai soupiré de soulagement. Pendant le dîner, Isabelle a voulu s'asseoir avec ses copines. J'ai accepté sans faire d'histoire, même si cela m'a blessé. Je me suis retrouvé à une table d'inconnus, d'autres conjoints, à écouter des conversations superficielles. Puis il y a eu les discours, le toast, et la soirée s'est ouverte. Et là, tout a basculé. Je l'ai vu avant même de l'entendre, Baldwin. Grand, musclé, sûr de lui. Il s'est avancé vers Isabelle comme si elle lui appartenait encore. Elle s'est levée, a lancé ses bras autour de son cou, l'a embrassé sur la joue, puis l'a prise par la main pour l'emmener danser. Mon cœur s'est figé. Je suis allé vers eux, les taper sur l'épaule et d'un ton sec, j'ai dit, la première danse est pour le mari. Isabelle, visiblement ivre, a ri, tu te souviens de Baldwin, chérie? Je l'ai regardé froidement. Oui. Et cette danse, elle est à moi. Baldwin, qui ne m'avait pas reconnu, a reculé à contre-cœur. Isabelle m'a reproché d'être sec, de ne pas être plus amicale. Elle avait bu. Trop. Elle m'a dit que j'étais rabat-joie, que je devrais la laisser respirer, qu'on avait toute la vie pour danser ensemble. Mais ce soir-là, elle voulait retrouver ses amis. J'ai serré les dents. Je me suis éloigné, frustré. Une ancienne camarade, Sophie, est venue me parler. Elle m'a discrètement conseillé de garder un œil sur Isabelle. J'ai haussé les épaules, en tentant de garder la face. Puis une autre ancienne amie, Claire, m'a invité à danser. J'ai accepté, mais mon regard retournait sans cesse vers la piste. Et je l'ai vue. Isabelle, collée à Baldwin, dansant comme s'ils étaient seuls au monde. Il lui murmurait à l'oreille, elle riait, elle se collait davantage. J'ai interrompu la danse, voulu intervenir. Baldwin m'a bousculé. 2 de ses amis se sont interposés. Je n'étais pas à la fête. J'étais en territoire ennemi. Plus tard, Penny m'a dit que Baldwin avait fini par me reconnaître. C'est le petit Marc, le nerf du lycée. Et Isabelle? Elle riait avec eux. À mes dépens.
Je suis allé vers elle, encore une fois. Elle m'a repoussé, violemment. L'un des gars de Baldwin m'a attrapé le bras, elle a dit qu'elle voulait rester. T'as compris? 2 d'entre eux m'ont jeté au sol devant tout le monde. Isabelle? Elle riait. Va t'asseoir, Marc. Je te dirai quand on rentre. Ce soir-là, j'ai compris. Quelque chose en moi s'est brisé. Je suis resté là, immobile, les bras ballants, le cœur piétiné. J'avais envie de hurler, de tout casser, mais au fond, je savais que la colère ne servirait à rien. Alors j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fui. J'ai accepté l'invitation de Sophie et de Claire à leur table, là où leur mari essayait tant bien que mal de détendre l'atmosphère. Mais mon esprit était ailleurs, enfermé dans cette image qui tournait en boucle dans ma tête, Isabelle ivre, riant aux blagues de Baldwin, se moquant de moi, de notre mariage, de tout ce que j'avais cru bâtir. Et puis, comme pour aggraver la plaie, Sophie est revenue en murmurant « Marc, il y a du grabuge dans la suite de l'hôtel. Et je pense que tu ne vas pas aimer ce que tu vas voir. » J'ai bondi. Elle a tenté de me retenir, mais je n'étais plus un homme en contrôle de lui-même. J'étais un mari trahi. J'ai couru dans les escaliers, j'ai ouvert la porte sans frapper. Et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Isabelle était là, en train de danser lascivement avec Baldwin. Sa robe relevée au-dessus des hanches, ses sous-vêtements introuvables. Baldwin? Torse nu, pantalon ouvert. La foule autour hurlait, encourageait. Comme une scène de cirque, sauf que j'étais le clown qu'on avait oublié de prévenir. Je me suis avancé, ivre de rage, mais 2 types m'ont attrapé. L'un d'eux a dit « Tiens, le petit mari vient récupérer sa princesse. » Baldwin m'a regardé, méprisant. « Si tu la veux, viens la chercher. » J'ai voulu me débattre, mais il m'a asséné un coup dans le ventre qui m'a coupé le souffle. J'ai chuté, le regard flou, le cœur broyé. Isabelle est venue vers moi, faussement compatissante. « Tu ne m'aimes donc pas assez pour te battre ?» Baldwin a rigolé. « Il ne vaut même pas la peine qu'on lui casse une autre dent. Attachez-le à la chaise. » Ils m'ont ligoté. Et là, sous mes yeux, ils ont couché ensemble. Sans honte, sans retenue. Isabelle m'a regardé dans les yeux pendant qu'elle le faisait. Elle m'a craché au visage toute la honte que je n'avais jamais cru pouvoir ressentir. J'ai crié, imploré. Elle m'a giflé. Ils ont mis un torchon dans ma bouche pour me faire taire. Le public jubilait. Quand c'était fini, Baldwin m'a détaché. Il m'a défié. « Allez, on règle ça entre hommes. Celui qui gagne l'emmène. » J'ai retiré le tissu de ma bouche, le regard froid, il y aura des conséquences. Isabelle a levé les yeux au ciel, tu n'as rien gagné encore. Baldwin m'a frappé une nouvelle fois, et cette fois, je suis tombé dans le couloir. La porte s'est refermée. J'ai entendu leur rire de l'autre côté. Le rire d'Isabelle. Mon épouse. Je me suis levé péniblement, je suis allé me laver le visage dans les toilettes, puis je suis retourné à la salle de bal. Presque tout le monde était parti. Mais Sophie et son mari étaient encore là. Elle est venue vers moi, inquiète. « Marc, je suis désolé. J'ai eu un mauvais pressentiment dès qu'il est arrivé. Il n'a même pas réservé de chambre. Il voulait sûrement emmener Isabelle ailleurs. » À cet instant, quelque chose s'est figé en moi. Non, pas de panique. Pas de rage. De la clarté. Je savais où ils allaient. Je me suis excusé, j'ai dit au revoir, et je suis allé à ma voiture. J'ai appelé Gérard Mercier, mon vieil ami de la gendarmerie. Gérard, c'est Marc. Il y a plusieurs voitures qui vont bientôt prendre la route. Et je suis prêt à parier qu'aucun des conducteurs n'est en état de conduire. Il a ri doucement. Je vais envoyer 3 unités. Tu sais que je déteste Baldwin depuis toujours. On va s'amuser. Avant de partir, je suis retourné discrètement dans la salle et j'ai trouvé la veste de Baldwin. Dedans, son permis, ses clés de voiture. C'était une voiture de location. Je suis sorti, j'ai localisé la voiture, et j'ai retiré la valve d'un pneu. J'ai ensuite appelé la société de location pour qu'ils confirment qu'il faudrait au moins 1 heure pour une intervention d'urgence. Puis je suis allé me poster à un coin de rue, non loin, avec Gérard garé en planque.
Il a souri, tu veux voir le spectacle? Et j'ai regardé. En moins de 20 minutes, 9 véhicules furent arrêtés par les forces de l'ordre. Certains conducteurs étaient à peine capables de parler, d'autres pleuraient en suppliant de ne pas perdre leur permis. Quelques conjoints, complètement ivres, furent raccompagnés chez eux par les gendarmes. Les autres, moins chanceux, virent leurs voitures embarquées à la fourrière. Gérard souriait tout en notant les plaques. Et maintenant, on attend les deux vedettes. Mon téléphone vibra. Isabelle. Sa voix était tremblante, agressive. T'es où, bordel? Pourquoi t'es pas resté? Je pris une respiration, tu l'as dit toi-même ce soir. Je n'étais pas assez homme pour toi. Alors laisse Baldwin s'occuper de toi. Je raccrochai. Quelques minutes plus tard, nouveau coup de fil. Isabelle, cette fois plus calme, Baldwin m'emmène chez nous. Il a crevé, mais on va réparer. Il vient avec Jimmy. Sois gentil, d'accord? J'ai répondu froidement, débrouille-toi pour les renvoyer chez eux. Rentre seul. Sinon, ce sera pire que ce que tu imagines. Et je coupai. Je racontai tout à Gérard. Il me regarda, un éclat dans l'œil, tu sais ces herses qu'on utilise pour arrêter les voitures? Un sourire silencieux passa entre nous. Quelques instants plus tard, 2 bandes hérissées de pointe étaient discrètement posées dans mon allée, à peine visibles dans la pénombre. Gérard ajouta, on a eu vent qu'ils ont quitté l'hôtel. La voiture va arriver dans 20 minutes. La nuit était calme. Trop calme. Puis, au loin, les phares. Je m'attendais à entendre une explosion. Mais non. Un simple souffle. L'air s'échappait lentement des pneus. La voiture s'arrêta en grinçant, juste devant chez moi. Baldwin, Isabelle et Jimmy sortirent du véhicule en titubant. Ils riaient, s'insultaient à moitié. Baldwin cria quelques menaces aux policiers encore présents. Mauvaise idée. L'un d'eux le plaqua contre la voiture, le menotta calmement, vous êtes en état d'arrestation pour conduite en état d'ivresse. Jimmy voulut intervenir, protesta, et balança un poing dans le vide. En réponse, un officier le plaqua violemment contre la carrosserie, attaque sur un agent. Vous venez avec nous. Isabelle, de son côté, tenta de les calmer. En vain. Elle fut escortée jusqu'à la porte. Lorsqu'elle entra, elle hurla. T'as tout manigancé, hein? T'as piégé Baldwin et Jimmy? Gérard entra derrière elle, si tu poses un pied sur la route, tu les rejoins. Compris? Elle tenta de le gifler, mais je lui attrapai le poignet, monte te coucher, Isabelle. Ou je te jure que tu découvriras un côté de moi que tu ne veux pas voir. Elle trébucha jusqu'à la chambre. Gérard me lança un regard entendu, appelle la société de location demain. Ils viendront chercher la voiture. Il me serra la main et quitta les lieux. Je ne dormis pas. Pas vraiment. J'attendis l'aube, seul dans le salon. Quand Isabelle descendit, elle avait mauvaise mine, cernée, décoiffée, brisée. Elle s'assit en silence. Je lui servis un café. Elle murmura un merci, puis se mit à pleurer. Je suis désolé? J'ai été horrible, hein? J'ai répondu, glacé, horrible et bien trop gentil. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone sonna. C'était Baldwin. Il voulait qu'on paie sa caution. Isabelle se leva d'un bond. Je dois y aller. Il a besoin de moi. Je l'ai repoussé dans sa chaise. Non. Tu n'iras nulle part. Ton chéquier, ton liquide, tes cartes sont entre de bonnes mains. Tu n'utiliseras pas notre argent pour ça. Elle me fixa, choquée. Qu'est-ce que tu veux dire par entre de bonnes mains? Je me suis penché vers elle, je ne sais pas si notre mariage est encore récupérable. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu reparles de Baldwin, si tu le revois, si tu t'en approches, tout est fini. Tu comprends? Elle hocha la tête, en larmes. 2 jours plus tard, Baldwin sortait de prison. Fiché. Ruiné. Jimmy avait été libéré plus tôt, mais n'avait plus rien. Pas même de quoi se payer un billet de retour. Leur virée leur avait coûté leur emploi, leur réputation, leur dignité. Et moi, j'étais là, au milieu des cendres de ma vie de couple, à me demander s'il restait quoi que ce soit à sauver.
Les jours qui ont suivi furent silencieux, lourds, comme suspendus dans une attente que ni elle ni moi n'osions nommer. Isabelle et moi vivions sous le même toit, mais tout nous séparait. J'attendais un geste, un mot, quelque chose qui montrerait qu'elle comprenait la gravité de ce qu'elle avait fait. Mais tout ce qu'elle offrait, c'était des regards fuyants, des excuses bancales et cette étrange idée que l'on pouvait balayer tout ça sous le tapis et repartir comme si de rien n'était. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à se glisser dans notre lit, elle m'a serré contre elle et m'a murmuré. « Et si on essayait de réparer tout ça ?» Je me suis reculé. Ce ne sera pas au lit que ça se réparera. Et tant que je ne suis pas certain que tu es saine, il n'y aura rien. Tu vas faire un examen complet. Elle a reculé, choquée. Baldwin n'a rien. Tu crois que je ? Je l'ai regardé droit dans les yeux, les gens qui couchent partout ramènent des choses. Va te faire tester. Chez le docteur Matthews. Pas un autre. Elle a pleuré toute la nuit. Le lendemain, elle a accepté à contre-cœur. Le jour suivant, elle est revenue avec un mot du médecin, résultat en attente. On a dîné sans se parler, puis elle a craqué. Je sais que tu m'as dit de ne pas parler de lui, mais tu dois comprendre. Ce n'était pas la première fois depuis le lycée. Je me suis figé. Tu veux dire que depuis notre mariage ? Elle a baissé les yeux. Non, non, c'était la première fois depuis longtemps. Mais, j'ai toujours aimé le sexe. Beaucoup. Peut-être trop. J'ai serré les poings. Tu m'as menti sur sa présence. Tu savais qu'il viendrait à la réunion, pas vrai ? Elle a hésité. Puis a avoué. Je savais. J'avais peur que tu refuses de venir si je te le disais. Tout devenait clair. Elle avait prémédité. Peut-être pas tout, mais assez pour me trahir consciemment. Tu savais ce que cette soirée deviendrait ? Tu savais ce que tu ferais ? Elle a secoué la tête, les larmes aux yeux. Puis les mots sont sortis, sans filtre. Marc, tu savais qui j'étais avant de m'épouser. Tu savais que j'étais libre. J'aime le sexe. Et parfois, j'ai encore envie d'en avoir avec d'autres. Je suis resté sans voix. Elle venait de tuer la dernière étincelle qu'il restait. Alors tu demandes le divorce. Parce que si tu continues à me mentir, à me trahir, c'est fini. Nos vœux ne sont pas négociables. Elle s'est effondrée, jurant que ce n'était qu'un moment de faiblesse. Que ça n'arriverait plus. Qu'elle voulait un enfant. Une famille. J'ai répondu, froid, il n'y aura pas d'enfant. Pas tant que cette maison est un champ de ruines. Au fil des mois, on a mis en place des règles, des repères, des conditions. Petit à petit, les choses semblaient s'améliorer. Elle passait du temps chez ses parents tous les mois, appelait chaque soir à 21h. Je croyais que c'était un équilibre fragile mais réel. Jusqu'au jour où j'ai appelé chez ses parents, et que sa mère m'a dit, Isabelle n'est pas là. Elle est chez Valérie, à une soirée pyjama. Une soirée pyjama ? À son âge ? Quelque chose sonnait faux. J'ai appelé son portable, éteint. Quand elle a fini par me rappeler, elle m'a sorti un mensonge grotesque. Batterie morte, portable resté à la maison, rien d'important. Mon cœur me criait qu'elle mentait. Mon esprit ne voulait pas encore le croire. Mais je devais savoir. J'ai pris ma voiture, loué une chambre d'hôtel près de chez ses parents et j'ai attendu. J'ai surveillé ses allées et venues. Elle est bien allée chez Valérie. J'ai noté les plaques. L'une venait de Lille. J'ai vu un homme l'accueillir. J'ai attendu. À 21h, elle m'a appelé. Pas de bruit en fond. Elle m'a dit qu'elles étaient 6 ou 7 comme d'habitude, mais ce soir, juste 2 autres. Ça collait avec ce que j'avais vu. Mais quelque chose clochait. J'ai marché jusqu'à la maison. Pas un son. Pas un éclat de voix. Rien. Et au petit matin, une voiture est partie. Une seule. Avec elle à l'intérieur. Le lendemain, j'ai reconnu la voiture lilloise sur le parking d'un motel. Et juste à côté, la voiture d'Isabelle. Je me suis approché. Portes ouvertes. J'ai fouillé. Dans son sac, une boîte de préservatifs à moitié vide. Un reçu récent. Carte de crédit à son nom. Mon cœur s'est glacé. J'ai tout compris. Et c'est là que j'ai décidé de passer à l'action. Je suis retourné à ma chambre d'hôtel, le cœur battant,
les idées claires comme jamais. J'avais désormais toutes les pièces du puzzle, les reçus, les preuves, les mensonges. Baldwin était de retour. Encore. Et elle l'avait accueilli comme un roi. Je savais que je ne pouvais plus revenir en arrière. Mais si elle m'avait trahi, elle allait au moins en payer le prix. Et cette fois, à ma manière. J'ai appelé un vieil ami de la fac, installé à Lille. Je lui ai transmis les informations de Baldwin, plaque d'immatriculation, numéro de téléphone, adresse du motel. Il a contacté les forces de l'ordre local, depuis une cabine téléphonique, en se faisant passer pour Baldwin. Il a déclaré le véhicule volé. Puis j'ai appelé la compagnie de carte de crédit et signalé la carte d'Isabelle comme perdue ou volée. J'ai contesté certaines dépenses, dont la réservation du motel, et laissé le retrait en espèces. Elle allait devoir expliquer ça toute seule. Ensuite, j'ai appelé anonymement la police locale, signalant une voiture suspecte sur le parking du motel. Et j'ai détruit toutes les preuves que j'avais touchées. Pas de traces. Pas de retour en arrière. Une demi-heure plus tard, j'ai entendu une agitation dehors. Baldwin criait, menaçant le réceptionniste, qui lui demandait de payer en liquide ou de partir, car la carte de crédit était bloquée. Isabelle tentait de calmer les choses, mais le ton montait. Le réceptionniste a appelé la police. 5 minutes plus tard, 2 officiers sont arrivés. Ils ont interrogé le couple, vérifié les plaques, et sans surprise, les ont embarqués menottés. 1 heure plus tard, la dépanneuse est venue chercher la voiture. Je les ai regardés partir, puis j'ai éteint la lumière. J'étais seul. Fatigué. Mais libre. Isabelle ne m'a pas appelé ce soir-là. Évidemment. Le lendemain matin, j'ai tenté de joindre sa mère. Sans réponse. Plus tard, elle m'a rappelé, inquiète. Elle m'a dit qu'Isabelle était rentrée très tard, en larmes, dévastée. Qu'elle refusait de parler. J'ai demandé à lui parler. Sa mère a hésité, puis est allée la chercher. J'ai entendu un cri, « Quoi ? Comment il sait ?» Puis le silence. Puis sa voix sucrée, comme si de rien n'était, « Salut mon chéri. Tu as dit à maman que j'étais en prison ?» Je n'ai pas répondu à sa provocation. Je suis allé droit au but. Tu ne rentres pas à la maison. Tu n'as plus de maison. La maison sera mise en vente lundi. Tu pourras venir y récupérer ce que tu veux, mais après, c'est fini. Elle a paniqué, menacé de me poursuivre. J'ai ri. Tu peux réclamer ce que tu veux. Ton comportement a tout détruit. Tu toucheras peut-être quelques milliers d'euros. Rien de plus. Elle a hurlé, insulté. Et j'ai terminé, glacé, tu vas devoir te trouver un boulot. Parce que ni moi, ni Baldwin ne pourront te sauver. Puis j'ai raccroché. Son père m'a appelé peu après. Il pleurait. Il m'a dit qu'il l'avait giflé après avoir entendu la conversation. Qu'il avait honte. Qu'il ne reconnaissait plus sa fille. Elle avait détruit tout ce qu'ils avaient essayé de reconstruire après son adolescence chaotique. Je suis parti 2 jours plus tard. J'ai vidé la maison, pris mes affaires, et je suis parti à l'île de Ré pour 2 semaines. Quand Isabelle et Baldwin sont revenus, ils ont trouvé la maison vide. Frustrés, ils l'ont saccagée, meubles cassés, vaisselle explosée, murs troués, vitres brisées. 3 voisins m'ont confirmé avoir vu la scène. Elle n'a pas osé nier. J'ai fait réparer, et j'ai déduit les frais de sa part lors de la vente. Résultat, elle n'a touché que 2000 euros. Baldwin, lui, a perdu son emploi à Lille après avoir couché avec la femme de son chef. Il a été roué de coups par un collègue jaloux, et s'est retrouvé inapte au travail. Il a fini à la rue, mendiant, défiguré, brisé. 2 semaines plus tard, j'ai revu le père d'Isabelle. Il m'a tout dit. Qu'elle avait eu un avortement caché à la fin du lycée, après une grossesse de Baldwin. Qu'elle avait contracté une MST. Qu'elle avait été surnommée la « bicyclette » du lycée. Et que tout ce qu'il espérait, c'était qu'elle change. Mais elle ne l'a jamais fait. Elle est retournée vivre chez eux, brisée, humiliée. Elle a repris du poids, a sombré dans la dépression. 1 an plus tard, Baldwin l'a mise enceinte à nouveau, puis l'a abandonnée. L'avortement a mal tourné, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant.
Elle a avoué à son père qu'elle m'avait épousé pour la sécurité. Qu'elle aimait Baldwin pour le sexe. Mais qu'au final, elle avait tout perdu. Quant à moi, j'ai refait ma vie. J'ai revu Sophie. Son mari était décédé dans un accident d'avion peu après la réunion. Nous avons commencé à nous voir. Lentement. Prudemment. Et un soir, je lui ai proposé de danser. Elle a accepté. 3 mois plus tard, je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui. Nous avons eu un fils. J'ai vendu ma société. Nous avons acheté une maison sur l'île de Ré. Et je n'ai plus jamais repensé à Isabelle, sauf parfois. Par réflexe. Par cicatrice. Pas par regret. Et chaque fois que Sophie me dit « je t'aime », je sais, au fond de moi, que cette fois, c'est vrai. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.